De retour sur Matin d'Éden, sur Fait croiser maintenant plus précisément pour parler donc des résultats du baccalauréat 2018. Nous ne manquerons pas d'évoquer à nouveau, je dirais, l'ensemble de l'année académique. Le quotidien La Nation de ce jour a été assez incisif là-dessus. C'est un échec du système éducatif, une défaillance du système éducatif béninois que l'on constate à l'issue des examens de fin d'année, 64% seulement au CEP. On a connu des années où on a eu 99% quand même. Il y a 28% à peu près, hein, si je m'abuse, au BEPC et aujourd'hui 33,43% au baccalauréat. Ces résultats ne sont pas reluisants et pour en discuter, Hugues Othon, qui est enseignant de philosophie, qui est sur ce plateau pour en parler avec nous. Hugues Othon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous d'accepter cette invitation. En face de vous, Prosper Mignawande, qui est enseignant d'anglais. Bonjour, Prosper. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'accepter cette invitation à tous les deux. Je commencerai par vous demander quel est ce processus qui amène, vous savez, les examens. C'est le déroulement des preuves qui sont tenues secrètes jusqu'au bout. Comment s'organise ce processus qui amène jusqu'à cet examen du baccalauréat? Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Le processus du choix des épreuves pour le baccalauréat n'est pas compliqué. En réalité, il y a les enseignants chevronnés qui proposent les épreuves et il y a aussi les CP et les inspecteurs qui en proposent. Les CP étant les conseillers pédagogiques des collèges et les inspecteurs. Voyez? Et quand eux font les propositions, il y a un pôle d'inspecteurs qui fait des tris et retient un certain nombre d'épreuves et qu'il dépose au DOB. Et là, le DOB a le secret des épreuves retenues dans lesquelles il choisit une épreuve à administrer selon les séries. C'est ça. Voilà. Donc, à partir du moment où l'épreuve est choisie, le DOB est le seul qui connaît la teneur de l'épreuve. Et vous imaginez, Hugues Othon, la quantité d'épreuves qu'il faut mettre à disposition de tous ces établissements, de tous ces centres de composition. Quand même, il faut reconnaître que quelqu'un aide le DOB. Pourquoi il n'y a pas de fuite d'épreuves, il n'y a pas de problème particulier. On a réussi à sécuriser le système à ce point. Oui, au fait, le DOB a mis un arsenal en place pour qu'il puisse vérifier tout le dispositif afin qu'il n'y ait pas de fuite d'épreuves. Et en ce qui concerne l'organisation du bac, je voudrais profiter pour saluer le DOB qui a su depuis un certain nombre d'années organiser le bac sans problème, sans situation. Parce qu'il a eu cette ingénierie-là de pouvoir mettre en place un dispositif où les examens sont organisés sans problème, sans aucun souci. Lorsque nous prenons par exemple le bac, pour la petite information que j'ai, en ce qui concerne la proposition des épreuves, il s'agit des enseignants qui proposent des sujets avec leur corrigetif à la fois et qui les déposent sous pli fermé. Donc après avoir fait le dépôt, il y a naturellement un collège d'inspecteurs ou de CP qui se charge de faire un travail qui est peut-être à un niveau donné et quitte au DOB maintenant de finaliser la procédure. Mais tout est laissé à la discrétion du DOB. Même les inspecteurs ou les conseillers pédagogiques ne pourront vous dire c'est tel sujet ou telle épreuve que vous aurez au bac. Et pour connaître suffisamment le directeur de l'office du bac, il m'est arrivé de savoir que quand il s'agit de photocopier les épreuves, il s'enferme dans une salle et il photocopie tout seul. Pour ce que je crois savoir. Quand on en arrive à ce processus de choix des preuves et que l'une année académique, parce que les épreuves sont choisies, me semble-t-il, en début d'année. C'est bien cela. Bon, nous n'avons aucune idée de la période. Voilà. Ouais. Tout compte fait, les épreuves sont proposées juste pendant comme on appelle, la correction du bac. C'est lorsque nous corrigeons le bac qu'on demande aux enseignants qui sont en mesure de proposer des épreuves de leur sujet, de le faire. Pour l'année
suivante. Justement. Ce qui signifie, si je comprends bien, que les épreuves sont proposées longtemps à l'avance. Oui, longtemps en avance. Et donc, oui. on tient compte du programme global de l'année. Justement. Et donc, professeur Mionnet, on a connu cette année 3 mois de grève, c'est-à-dire de perturbations de toutes sortes, qui ont provoqué la situation de presque année blanche que nous avons fini par résorber. Quand on a proposé des épreuves longtemps à l'avance et qu'on se retrouve avec 3 mois de grève, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce qu'on ne risque pas justement d'avoir des résultats aussi catastrophiques que ceux que nous avons connus? Oui, vous avez raison, monsieur le journaliste. Vous voyez, proposer des épreuves à un tel intervalle avant leur admission effective et attendre des résultats avec le temps de grève qui a été fait, c'est vrai. Mais pour dire vrai, le temps de grève n'a pas trop de poids dans ces résultats. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Mais ce ne sont pas les grèves qui sont vraiment le nœud du problème. Les grèves sont cycliques, on est d'accord. Mais c'est consécutif à la gestion du système. Vous voyez, ça fait partie d'un tout. Alors, après le temps passé pour les grèves, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en œuvre pour pouvoir achever les programmes. C'est vrai, les apprenants, les enseignants ont délivré les cours, mais les apprenants n'ont sûrement pas eu tout le temps qu'il faut pour assimiler les cours. C'est vrai. Mais comme je le redis, ce système a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Et quand vous prenez les taux de réussite au bac depuis, je ne sais pas, les années 70, j'ai fait un petit exercice par rapport à cela tout à l'heure. Et j'ai remarqué que depuis les années 60, 70, sur 4 ans, on avait eu un taux autour de 60%. Vous voyez? Et juste après, on est passé à moins 20 points, vers les 40%. Et puis encore 5 ans après, comme ça, on est allé jusqu'à dans les taux des 10%, des 20% pour le baccalauréat. Et donc, en faisant une moyenne, vous verrez que le taux de 33% de cette année serait un taux moyen de réussite. Pour l'ensemble des baccalauréats que nous avons vécu jusque-là. Donc, le fait n'est pas à mettre sur le dos des grèves. Voilà ce que je peux dire. Comment peut-on dire que cette année académique qui a connu 3 mois de perturbations, au cours desquels les enfants n'ont pas véritablement eu les cours, ensuite le temps de rattrapage qui a été un temps, je vais dire, de véritable marathon académique, et comment peut-on dire que ces événements n'ont pas d'explication majeure dans l'échec des élèves? Oui. Bon, à moins que vous ne partagiez pas cet avis, et c'est ce que j'espère. Non, nous estimons que la grève n'a pas aussi impacté les résultats. Nous sommes conscients que la grève a agi un peu sur les élèves et sur les enseignants eux-mêmes, puisque à la fin de la grève, il y a certains enseignants qui étaient démotivés. Ils n'avaient plus la motivation pour donner l'enseignement, l'instruction aux enfants tel que cela se devait. Mais quant aux enfants aussi, ils étaient devenus paresseux, puisque restés à la maison durant 3 mois, ils étaient devenus paresseux. Ils n'avaient plus l'envie d'étudier tel qu'ils avaient au début de la rentrée. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que l'impact est insignifiant, selon moi. Mais ce qu'il faut prendre en considération, il faut dire, c'est peut-être le niveau des enfants. Alors, quand on parle du niveau des enfants, c'est que les enfants ne veulent plus fournir d'efforts, et non seulement ça, les parents également ne veulent plus mettre les documents qu'il faut à la disposition des enfants. Et alors, lorsque nous parlons du taux de 33% au bac, qui est un taux faible, moi j'estime que le taux n'est pas aussi faible. C'est un taux moyen tel que mon collègue vient de le dire, c'est un taux moyen, 33%. Moyen, ça aurait été 50%. Nous estimons que quand nous partons dans l'histoire, nous prenons l'histoire du bac au Bénin, mais très souvent c'est les 35%, les 40%, donc 33% n'est pas aussi faible.
Et quand il y a certains établissements, vous aurez à 90%, c'est un taux national. Il y a des établissements qui ont fait 100%, il y a des établissements qui ont fait 94%. Donc, à partir de ce moment, 0%. À partir de ce moment, dire que le taux est faible, moi je dirais non, c'est un taux moyen, c'est un taux qui est moyen. On peut comprendre et diagnostiquer le mal, mais ne pas s'attarder sur, comme on appelle la période de grève. Justement, venons-en donc à ce diagnostic dont vous parlez. Commençons déjà par séparer le public du privé. Il me semble, sauf erreur de ma part, que les résultats au niveau du public ont été les plus calamiteux et ont tiré vers le bas. Et d'ailleurs, certains organes de presse publiés ce matin en ont parlé. Nous l'avons relayé dans la une des journaux. Ils ont tiré vers le bas les résultats des établissements privés. Est-ce que cette observation, elle est juste selon vous? Cette observation, j'estime qu'elle n'est pas juste. Parce que lorsqu'on parle du privé, le privé, c'est l'État qui prend tout en charge. Et les parents également. Le public, c'est l'État qui prend tout en charge. Et les parents également, une fois avoir payé les frais de scolarité aux enfants, ils n'achètent plus les documents. La rentrée arrive, ils achètent un cahier. Le cahier de l'élève, on lui paie les 5 000 ou les 10 000 de frais de scolarité, c'est fini. L'enfant est livré à lui-même, il n'y a pas de documentation. Les sont largement plus élevés quand on est en terminale. On va dans les 20 000, 25 000, même pas. Au plus 15 000 actuellement, ça doit tourner autour de 15 000 francs. D'accord. Alors, une fois que les parents s'acquittent de ces frais-là, c'est fini. Ils n'achètent plus de documents aux enfants, c'est les cahiers. Donc, avec les cahiers, les enfants ne peuvent pas, avec le système éducatif actuel, il faut la documentation. Mais quand vous êtes au cours, les enfants n'ont pas le document. Mais comment est-ce qu'ils vont faire? Comment faire l'exercice à la maison? Comment faire des recherches? Alors, c'est là le véritable problème dans le public. Soit le gouvernement peut aider les établissements en dotant, comme on appelle, de bibliothèques, ces différents établissements, afin que les apprenants puissent passer très souvent à la bibliothèque, ou soit trouver un mécanisme de prêt d'ouvrage aux apprenants. Mais lorsque nous prenons le cas du privé, vous verrez que les privés coûtent cher. C'est la maximisation du profit, ils sont à la quête du gain. Alors, ils ont un taux de scolarité, ou je dirais un frais de scolarité très élevé, et ils demandent aux parents aussi d'acheter toute la documentation, tous les documents qu'il faut. Ils exigent cela dès la rentrée. À partir de ce moment, l'enfant qui a tout à sa disposition, je ne pense pas qu'il ne puisse pas travailler. L'enfant qui a tout à sa disposition, je pense qu'il donnera le meilleur de lui-même pour faire honneur à ses parents. Donc, nous devons tenir compte de ces réalités. Et les réalités ne sont pas les mêmes dans tout le Bénin. Quand vous allez, par exemple, à Kandi, à Malanville, les réalités de Kandi sont différentes des réalités de l'élève de Calavi ou de Cotonou. Donc, nous devons tenir compte de tous ces aspects pour analyser le résultat. Qui est véritablement fautif? Est-ce les enseignants ou l'État ou les parents? Mais moi, je situe, comme on appelle, la responsabilité à 3 niveaux. Il y a les parents d'abord, ensuite l'élève en question, l'enfant, l'enseignant et l'État. Quand je parle de l'enseignant, je parle enseignant et État ensemble. Parce que lorsque l'État améliore les conditions de l'enseignant, l'enseignant aura la motivation pour donner le meilleur de lui-même afin que les enfants également soient épanouis à travers, comme on appelle, les enseignements. On en revient toujours à ce problème d'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants. Votre collègue Hugues Othon place la responsabilité à un triple niveau. Moi, je vais la placer à un quadruple niveau. Vous avez enseigné peut-être également dans le public. Est-ce que, de votre point de vue, l'école publique, même si elle est, je vais dire, moins onéreuse, il n'est pas nécessaire qu'elle donne autant de chances aux enfants de réussir que l'école privée? Merci les journalistes et messieurs les journalistes. Vous voyez, c'était opportun qu'on sépare un peu le public du privé. Vous voyez, par rapport, je fais bien toutes les interventions par rapport au privé de mon collègue, parce que les parents y mettent les moyens et ils suivent, pour la plupart, ils suivent. Quand on revient au public, on constate que
l'État même qui prend la charge de l'éducation. N'oubliez pas, la loi d'orientation de l'éducation dit que l'État rend gradué. Enfin, il y a la Constitution, puis la loi d'orientation. L'État fait tout pour rendre l'éducation graduellement gratuite. Et l'État dit, bon, l'éducation, l'enseignement est gratuit. Primaire. L'enseignement primaire est gratuit. Pour les filles, jusqu'au premier cycle du secondaire, c'est aussi gratuit. Entre-temps, c'était pour les filles jusqu'en terminale. Vous voyez. Et les parents veulent intervenir dans l'enseignement et l'État dit, ne venez pas. Comment ça? Bien sûr. L'État n'interdit pas aux parents de s'impliquer. Vous n'êtes pas informé que les parents ne peuvent plus souscrire, par exemple, pour faire des constructions dans les établissements? Vous n'êtes pas informé? Il est interdit de prendre des souscriptions. Les 15 000 francs de contribution scolaire pour les départements de l'Atlantique et du littoral ne peuvent pas suffire pour supporter la charge de l'éducation nationale dans les collèges. Quelles sont ces charges-là? Les contributions de salles de classe? Justement, les matériels, les infrastructures scolaires, il en manque drastiquement, monsieur le journaliste. Les conditions de travail pour les enseignants sont très difficiles. Mais vous savez très bien que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dérives dans cette affaire de souscription. Des directeurs d'école exigent, par exemple, que pour la construction de salles de classe, les élèves payent 15 000 francs chacun. Ces sous-là qui sont payés ne sont pas répertoriés comme ça se doit. Des directeurs d'école se sont fait de l'argent sur le dos des pauvres parents. Et donc, l'État, pour lutter contre cette source de corruption, a décidé de sursoir donc à ces frais. Et donc, est-ce que les enseignants, est-ce que les responsables d'établissements peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour aujourd'hui expliquer que l'insuffisance de matériel ou d'outils didactiques peut justifier les taux d'échec que l'on constate notamment au baccalauréat? Monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. Vous voyez, ça fait un très bon moment qu'on a ce soir à ces souscriptions. Et la gestion de l'éducation, enfin, publique, c'est une chose publique. Vous voyez, étant public, il va falloir que des mesures soient prises pour quand même essayer de juguler un peu cette dérive dont vous avez parlé. Vous voyez, il ne s'agit pas, ou il ne devrait pas s'agir d'interdire carrément ces décisions, ces souscriptions. Vous voyez? Parce que, je vous dis, vous voyez des classes, des collèges où il y a 42 groupes pédagogiques et qui ne disposent que de 22 salles de classe. Ils peuvent administrer les cours comment? Il y a forcément qu'on doit arriver maintenant à charcuter les heures ou carrément supprimer des matières et puis voir à un moment donné de l'examen envoyer des enseignants dans certaines classes. Ou encore, même si on ne parle pas des classes d'examen, quand on a déjà commencé par amputer les heures d'enseignement dans certaines matières, dans les classes intermédiaires en 6e, en 5e, en 4e, voyez le résultat en 3e et commencer la seconde où on dit, bon, voilà, on a un peu le temps et puis on accumule les lacunes oui. Et puis ça, ce n'est pas bon pour le système. Vous voyez un peu. Donc, quand vous avez les salles de classe et que vous devez distribuer les cours, ben, vous n'avez pas peut-être les apprenants qui sont assis sur des tables. Il y en a qui s'asseyent sur des briques pour faire les cours. Ce ne sont pas de bonnes choses. Et moi, je ne veux pas vraiment parler de ce que mon collègue a déjà dit. D'accord? Le traitement de l'enseignant. Je ne jette pas la pierre au gouvernant. Je veux dire, c'est un constat. Vous voyez que le système est malade et il va falloir trouver les voies et moyens quand même pour graduellement régler ces problèmes-là. Voilà le problème qui se pose. Donc, il y a un problème de gouvernance qu'il faut régler, non pas en prenant des mesures d'interdiction, mais en prenant des mesures pour encadrer et gérer et de façon efficiente les ressources. Vous voyez, l'État a les moyens de contraindre celui qui a dilapidé les ressources publiques mises à sa disposition pour quand même rendre gorge et permettre une gestion efficiente du système pour obtenir de meilleurs résultats.
On a donc commencé à parler de la responsabilité de l'État dans cette série de résultats plus ou moins mauvais. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord que les résultats sont mauvais. Peut-être que si vous étiez là sur le plateau du BPC, vous auriez reconnu au moins cela. Mais de toute façon, le système aujourd'hui ne donne pas les résultats que l'on aurait espéré. La responsabilité de l'État, notamment concernant la mise à disposition des outils didactiques, la mise à disposition des salles de classe pour les groupes pédagogiques dans les écoles publiques, vient d'être évoquée. Mais vous avez probablement également des choses à reprocher à l'État concernant la survenue des 3 mois de grève au cours de l'année académique qui est en train de s'achever, qui s'est achevée maintenant. Oui, justement. En ce qui concerne la période de grève, nous reprochons beaucoup de choses, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit en notre sein. Quand nous parlons nous parlons des enseignants. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître oui, sa part de responsabilité. Oui, il faut reconnaître sa part de responsabilité. Parce que lorsque nous allons en grève, nous allons en mouvement, c'est pour avoir, comme on appelle, gain de cause. Et lorsque nous pressentons que la situation est crispée, alors je pense qu'il faut faire retour en arrière et penser, comme on appelle, à l'avenir des enfants, afin de reprendre les coups à temps. Mais cette année, vous avez vu, il y a eu une guéguerre, on a tiré pendant 3 mois sans avoir gain de cause et on lève la motion. En tout cas, il y a une frange des enseignants qui estiment que les syndicalistes, d'une part, ont trahi la base et qu'il fallait surseoir très tôt la grève que de perdre tout le temps et qu'au dernier moment, on suspende sans rien avoir. Donc, à partir de ce moment-là, je dis, nous sommes fautifs. Les enseignants sont fautifs parce qu'ils ont perdu le temps pour rien, pour ne rien avoir. Quant au gouvernement, je pense que pendant cette période de grève, même si le gouvernement n'avait pas les moyens, il avait les mots justes pour pouvoir convaincre les enseignants. Il avait les mots justes pour amener les enseignants. Est-ce que les mots justes ont été utilisés? Pour ma part, j'estime que les mots justes n'ont pas été, je parle d'un mot MOTS, ces mots justes-là n'ont pas été utilisés parce que lorsqu'on compare l'enseignant à un zémidian ou soit un zémidian qui serait mieux logé ou bien mieux nanti qu'un enseignant, je pense que ces propos-là frisent vraiment à de l'ironie. C'est une moquerie qui ne dit pas son nom. Donc, l'enseignant s'est vu rabaisser, humilié. Tout cela a fragilisé les enseignants. C'est ce qui a fait que, à la reprise, ils viennent au cours parce qu'il faut venir. Nous venons au cours parce que, oui, c'est notre mission. Nous venons au cours, mais il n'y avait pas la motivation. Lorsque le premier magistrat du pays, l'enseignant des enseignants du Bénin, dit, mais les enseignants, les émidiants valent mieux que les enseignants. Bon, vous l'avez entendu vraiment dire ça? Bon, je ne l'ai pas entendu, c'est ce que les camarades disent. Moi, je ne l'ai pas entendu. Qui ne sont pas prouvés. Bon, donc, oui, je n'ai pas la preuve. Voilà, bon. Ok. Mais c'est ce qui se dit, comme on appelle, c'est ce qui se dit par nos collègues, c'est ce que nous entendons. Donc, nous estimons que si il y a eu véritablement, ou bien s'il y a eu vraiment ce type de propos. Mais ce type de propos est quand même dérisoire par rapport à ce que, pour un enseignant, le fait de lancer une motion de grève parfois de 96 heures par semaine, en sachant très bien que dans le système public, c'est là que lui-même, il a ses enfants, c'est là que les parents au village ont les enfants, parce que les gouvernants, eux, leurs enfants sont dans le privé, leurs enfants étudient à l'étranger. À un moment donné, il faut quand même prendre conscience que ce que l'on réclame, il faut faire le poids. Ce que l'on réclame et ce que l'on prend comme risque, est-ce que c'est assez suffisant pour compromettre l'avenir des enfants? Bon, je pense que lorsque les enseignants réclament, ce n'est pas dans l'intention de compromettre l'avenir des enfants, mais au contraire, pour préparer l'avenir de ces enfants, puisque les enseignants même ont plus d'enfants dans le public, ils ont plus d'enfants, plus de frais. Je disais simplement, j'estime que le gouvernement, surtout le gouvernement actuel du Bénin, arrive à mobiliser les ressources, eux-mêmes communiquent autour, qui mobilisent les ressources, il y a assez d'argent dans les caisses. Donc, il suffisait simplement... Pour des choses qui sont très bien déterminées, le programme d'action du gouvernement est là. Oui, le PAG est là, mais je pense que dans ce PAG est également inscrit la question de l'éducation. Alors, si la question de l'éducation est inscrite, je pense que le PAG est bon. Les autorités actuelles devaient quand même
tout faire pour trouver au moins palliatif au système, aux enseignants, des solutions aux enseignants. Nous prenons notre système. Vous savez, la contribution s'élève à 15 000 francs dans les établissements publics. Mais je vous dis, il y a dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, hein, il y a, comme on appelle, les frais de scolarité s'élèvent à 2600. Je ne veux pas citer de pays, mais les exemples foisonnent. Nous avons fait des systèmes, nous avons étudié dans ces pays-là où on payait 2600 francs comme frais de scolarité au cours secondaire. Dans un établissement est-ce public. Que la qualité de l'enseignement dans ces établissements... Et dans ces établissements publics, il n'y avait pas de vacataires. Il n'y avait pas d'enseignants honoraires. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a d'enseignants honoraires là-bas, mais dans le temps, il n'y avait pas d'enseignants honoraires. Tout le monde, tous les enseignants étaient des enseignants certifiés. Alors, quel est le dispositif dans ce pays? Déjà, avec le Bac+2, l'État organise des concours pour ceux qui veulent devenir enseignants. Donc, avec le Bac+2, on les recrute, on les forme à l'ENS pendant 2 ans à l'École normale supérieure. Après les 2 ans, ils deviennent enseignants certifiés. Et c'est comme ça qu'on les envoie dans les collèges. Donc, dans le temps, il n'y avait pas de vacataires. Tous les enseignants étaient certifiés. On ne finit pas l'université pour venir se jeter sur la craie pour se dire enseignant. Enseignant, non. Il faut passer par l'école normale supérieure. Et c'est comme ça se passait dans ces pays-là. Je peux en citer un, la Côte d'Ivoire dans le temps. Avec le Bac+2, vous êtes recruté. Quand on vous êtes recruté. Votre accent, bon, l'accent non. Ben, vous cachez. Donc, avec le Bac+2, vous faites 2 ans à l'école normale supérieure et vous devenez enseignant certifié. Je pense qu'on peut aller là. Actuellement, ce n'est pas encore tard pour ressusciter ou bien pour réformer le système éducatif béninois. J'estime que nous devons accepter ce qui est là, mais en l'adaptant à notre réalité. Nous avons des vacataires, des enseignants honoraires dans le système. Comment faire? C'est très simple. Nous les prenons, nous les formons à l'école normale. Une formation continue. Ils sont quand même des milliers. Ils sont des milliers, oui. On peut déjà être sûr qu'on a le dispositif nécessaire pour former tous ces gens-là. Oui, nous avons le dispositif nécessaire puisque nous avons assez d'enseignants du supérieur qui forment à l'ENS. Donc, nous pouvons, l'État, pas nous, l'État peut organiser progressivement leur formation et ne pas laisser que ce soit ces personnes-là eux-mêmes qui aillent se former. Lorsqu'ils se forment, ça redevient plus cher à l'État. Mais il suffit que l'État mette un dispositif, les former et les utiliser. C'est aussi simple. Pour le moment, la responsabilité de l'État est fortement engagée. On vous en parle, vous en reparlez. C'est vous les enseignants, vous ne voyez que l'État derrière. Il y a quand même un peu la responsabilité des parents, surtout dans le public, qui vraiment sont soit analphabètes, donc ne peuvent pas s'occuper comme cela se doit, ils doivent s'occuper d'autres choses, soit ils sont des fonctionnaires, ils sont leurs occupations, ils rentrent fatigués, surtout les mamans, les papas rentrent tard, ils ont parfois plusieurs bureaux, on ne s'occupe pas des enfants, et puis il y a également de la part de ces parents-là, certains parents en tout cas de la négligence par rapport aux enfants, et la responsabilité des parents n'est-elle pas fortement engagée dans les résultats de fin d'année qui sont mitigés selon vous? Merci, monsieur le journaliste. Avant d'en arriver d'abord à la responsabilité des parents, j'aimerais rapidement brosser 2 petits pans de la responsabilité de la gouvernance. Je veux dire, quand je dis gouvernance, encore oui. Une fois. Sinon, si vous me permettez, je vais encore sur les enseignants. Parce que, non, allons-y, quelque part, les enseignants sont aussi responsables, mais pas entièrement. Vous savez, les responsabilités, comme l'avons l'habitude de dire, sont partagées. Pour l'État, la responsabilité de l'État est tellement grande dans ce que nous disons. Prenez la valorisation de la fonction enseignante. Un gros terme qui est utilisé depuis plus de 20 ans ou de 30 ans. Depuis plus de 20 ans. Vous voyez? Et avec toutes les frustrations qui sont autour, considérez que vous avez recruté des enseignants depuis 10 ans, 12 ans, qui sont au même salaire. Ils ont droit à des promotions qui sont bloquées, on ne sait pas pour quelle raison. C'est vrai, il y en a qui n'ont peut-être pas fini leur formation de leur propre fait. Ceux-là,
Ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Mais d'autres qui remplissent complètement et toutes les conditions, ils sont bloqués, ils n'ont pas eu toutes les promotions auxquelles ils ont droit. C'est suffisant pour saper l'enseignement, non, vous voyez que nul n'est méchant volontairement. Ils ne peuvent pas décider de dire, un peu comme j'allais le dire aussi, un enseignant, je suppose, j'ai une maîtrise, d'accord? Actuellement, j'ai une maîtrise en anglais, j'ai une licence. Au moment de mon recrutement, on me recrute avec une licence, d'accord? Avant qu'on ne soit envoyé en formation, d'accord, j'ai obtenu une maîtrise. Il y a des tests qui régissent cet état des choses où, si vous êtes recruté avec un petit diplôme, avant d'être envoyé en formation, si vous avez un diplôme supérieur, on peut vous reconnaître ce diplôme. On peut ou on doit? Parce que... Normalement, on doit. Mais je dis, si moi je dis on peut, c'est juste pour essayer d'adoucir un peu les choses. D'accord? Pour essayer de comprendre l'État. Mais si l'État, d'accord, celui qui a cette maîtrise-là, qu'on valorise avec une licence ou carrément avec un BAPES, celui-là, il est frustré et il ne peut pas délivrer un enseignement au niveau de... Mais pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que vous êtes recruté au niveau licence, vous avez déjà obtenu une maîtrise, que vous n'allez pas rendre la connaissance de la maîtrise que vous avez. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, que l'enseignant ne peut pas décider de dire, OK, comme on m'a reçu, ou bien on me paie la licence, ou bien un diplôme professionnel de licence, et donc je ne peux pas délivrer toute la connaissance. L'enseignant se donne au travail. Les enseignants, ils font le travail qu'il faut. Mais d'accord. Qu'est-ce qui peut expliquer donc qu'il n'atteint pas les résultats? Justement, c'est pourquoi on va arriver, parce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas les enseignants entièrement responsables. Il y a aussi les autres pans. D'accord? Je dis par exemple, vous voyez l'État qui prend une décision et dit, vous ne renvoyez pas les enfants quand ils n'ont pas les documents. Je ne vais pas dire une mauvaise décision, mais quand même c'est un peu, ça ne rend pas service à ces parents qui sont contents de ces décisions. Ça ne leur rend pas service. Parce que, qu'est-ce que les enfants peuvent faire sans document? Ils ne peuvent pas se documenter. Encore que les établissements ne sont pas vraiment dotés des bibliothèques comme ils le disent. Et même les bibliothèques qui sont là, ils n'arrivent pas à les consulter. On va arriver sûrement à la responsabilité des apprenants. D'accord. Alors, on va maintenant sur les parents. Vous voyez, là, vous-même, vous le savez, vous avez dit tout à l'heure, les parents d'élèves sont indisponibles. Ils sont indisponibles. C'est pas leur faute. C'est de la démission totale. C'est pas toujours leur faute. Je vais dire aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, je ne leur jette pas la pierre. Je ne fais que le constat du système. Le constat est là. Vous voyez, dans les établissements, les dirigeants, je veux dire les membres de l'administration et les enseignants, ils font des diagnostics, ils font des conseils de classe, ils organisent tout ce qu'ils peuvent organiser pour pouvoir dynamiser le système. Ils font des diagnostics et ils retiennent des choses et puis ils disent, on va inviter les parents pour les informer de comment les enfants travaillent. Sur près de, je ne sais pas, 1700 apprenants, si je ramène un peu là-bas, un peu basse, je trouve on invite 1200 parents. Vous savez combien peuvent se présenter, combien se présentent souvent? À peine 40. À peine 40. Pour 1200 parents invités. Parce que je me dis, il peut y avoir des parents qui ont plusieurs enfants. À peine 40 parents pour venir trouver des solutions ou quand même prendre des décisions pour que leurs enfants savoir comment leurs enfants travaillent à l'école. Ils ne viennent même pas, ils ne sont pas curieux pour savoir. Ils ne viennent pas retirer les bulletins. On va faire comment? Les enseignants, on envoie, c'est comme si les parents envoient les apprenants dans les établissements et demandent aux enseignants et aux membres de la... Voilà, justement, pour se débarrasser, et puis occupez-vous-en. Hein? Faites ce que vous pouvez. Et nous aussi, on se débrouille là. Non, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Les parents doivent suivre les apprenants pour que nous puissions arriver à un système efficace.
Et justement, pour que ce système soit efficace, il faut que les élèves, les enfants également, prennent leur part de responsabilité. Quelle est cette part de responsabilité dans l'échec qu'on a connu cette année? Bon, cette part de responsabilité des apprenants, c'est le fait qu'ils sont, je dirais, qui se collent à l'actualité ou à leur, comme on appelle, à leur époque, l'époque des smartphones, l'époque des Android, où les enfants sont constamment sur les réseaux sociaux, ce qui les empêche véritablement d'apprendre. N'ayant pas le contrôle parental, n'ayant pas le suivi des parents, alors c'est facile pour eux de se laisser aller. Et vous les enseignants, vous recevez des messages de ces enfants-là, vous répondez de temps en temps. Bon. Il y a de jolis petits élèves qui envoient des messages aux professeurs, ça arrive. Pour ce qui nous concerne, nous autres professeurs de philosophie, puisque nous enseignons également l'éthique, donc nous ne nous laissons pas aller à ces petits jeux. Nous tapons du poing sur la table. Donc nous leur faisons comprendre qu'il n'est pas question de tomber si bas. C'est pour cela même nous parlons de l'échec du système. Si il y avait par exemple de la punition dans le système éducatif, s'il y avait un peu, je ne dis pas le châtiment corporel, mais s'il y avait la punition, la rigueur, je pense que les enfants allaient prendre conscience. Mais aujourd'hui, quand l'enseignant parle, l'enseignant est fragilisé parce qu'il ne peut pas punir. L'élève se dit, mais je te dirai si tu ne pourras pas répondre parce que tu me touches ou tu réponds, je porte plainte contre toi. Donc, dans ces conditions, l'enseignant aussi est fragilisé. Le châtiment corporel qui est je ne parle pas du châtiment corporel tel que cela se passait dans le passé, mais je parle de la punition. Il doit y avoir de punition dans l'éducation, dans la formation. Je crois savoir qu'il y a encore de la punition. On envoie les élèves nettoyer les toilettes, on les envoie balayer de très grandes franges de la cour, on les envoie sacler le terrain de sport, etc. Il y a non, dans le système actuel, on interdit que les enfants soient hors de la salle pendant le déroulement de l'enseignement. Les heures de retenue à la fin du cours, c'est cela qu'on appelle les heures de retenue. Les heures de retenue, il peut avoir ça, mais dans le système actuel, tout ce que nous savons, les enfants, lorsqu'ils ont, comme on appelle, qu'ils doivent être en classe, pendant ces heures-là, on ne doit pas les voir dehors. Et s'ils doivent être à la maison également, on doit tout faire pour qu'ils soient à la maison. C'est comme ça le système actuel. J'ai dit, il y a de grands pédagogues. Lorsque nous lisons Kant dans Propos de pédagogie, où nous lisons Rousseau dans Les Mille, nous constatons que ils ont tout dit en matière de pédagogie. Et dans leur pédagogie, ils ont prôné, comme on appelle, le châtiment. Bon, je ne parle pas de la punition. Il doit avoir coûte que coûte la punition. S'il n'y a pas la punition, l'enfant va se laisser aller entraîner au vice facilement. L'enfant va tomber dans le vice. D'où nous estimons qu'il doit avoir cette rigueur dans la formation de l'élève, dans la formation de l'apprenant. Sans cette rigueur, ça ne marchera pas. Nous sommes en Afrique et nos réalités ne sont pas les réalités canadiennes, nous les réalités françaises. Donc, on doit intégrer nos réalités. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà très tôt, à bas âge au village, les enfants vont sacler. Ils saclent très bien. Ils sont bien corpulents, mais ils sont habitués aux travaux durs. Alors, lorsqu'ils viennent à l'école et qu'ils se retrouvent, tout est facile devant eux, mais ils sont tentés à aller, comme on appelle, à se laisser aller au vice. Mais s'il y a de la rigueur, s'il y a un peu cette rigueur dont je parle, un peu de punition. Ils vont comprendre que la vie n'est pas facile. Mais aujourd'hui, les enfants pensent que la vie est facile. Vous donnez des conseils aux apprenants, vous leur dites, mais ayez des comportements vraiment vertueux. Mais les enfants vous disent, monsieur, on ne va pas à l'école pour réussir parce que je peux être gaiman, être riche. C'est pas, vous voyez un peu la mentalité des enfants aujourd'hui. Donc, c'est tout ceci qui les conduit à l'échec. Ils se disent, ils ont des gens à côté qui ne foutent rien, qui sont sales, qui ont de vilains cheveux, mais qui roulent de grosses voitures. Alors, il se dit alors, il sert à quoi d'étudier? Il sert à quoi de venir à l'école? Donc, le type est là, il vient parce que ses parents l'ont mis à l'école. Mais si on permettait à l'enseignant d'avoir, comme on appelle, cette largesse de punir l'enfant, de donner, c'est-à-dire d'être rigoureux comme cela se doit, je pense que cela pourrait permettre à l'enseignant de canaliser l'apprenant. Et non seulement ça, les parents ont démissionné en ce sens qu'ils ont tout confié à l'enseignant. Pourtant, le système éducatif actuel fait de notre enseignement que de l'instruction. Il n'y a pas la formation de l'individu, il n'y a pas la formation de la personnalité. On ne fait que remplir la tête des enfants pour que les enfants aient peut-être une tête bien faite, mais pas formés psychologiquement, en termes de personnalité. Les valeurs éthiques et morales
sont relégués au second plan. Mais justement, vous, les enseignants, vous avez l'obligation peut-être de pallier ces manques. Oui, c'est ce que le philosophe fait. On n'a pas le choix, puisque c'est notre mission. Et nous faisons l'effort pour demander à ces enfants-là de revenir à nos valeurs, ce qui nous détermine, cette valeur-là qui nous identifie dans la société. On est pratiquement à la fin de cette émission. Je vous demanderai, vous, Prosper Mignawandé, quelles sont les solutions que vous préconisez pour que les examens de fin d'année en 2019 et puis plus tard se passent dans de meilleures conditions et aboutissent à de meilleurs résultats. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que nous sommes tous pris de court, sinon on aborderait encore les responsabilités des apprenants, parce que là, il y a beaucoup à dire. Oui, si vous pouvez dire en 2 mots. Voilà, vous avez, il y a la sélection des matières au niveau des apprenants. Vous voyez, un apprenant qui vient au cours, qui assiste à un cours d'histoire-géographie et qui dit, bon, je ne suis pas les cours de mathématiques parce que je suis en série A. Ça n'a pas de sens. D'accord? Et bon, je passe sur ça. Vous avez les absences fantaisistes. Ils décident. Si vous ne sanctionnez pas, c'est votre responsabilité. Vous avez dit, si on ne sanctionne pas, on va sanctionner combien? On devrait sanctionner combien de fois? Quand un enfant manque un cours une fois et l'enfant a manqué le deuxième cours, on est en droit d'interpeller son papa ou ses parents. Quand vous les appelez, ils ne viennent pas. Qu'est-ce que les parents sont en train de dire aux apprenants? Vous voyez un peu ce qu'on dit. Voilà. Nous sommes arrivés à un moment où je vais être aussi reconnaissant maintenant je vais dire au gouvernement. Enfin. Parce que tellement nous les avons fléchés. Enfin. Mais on voit les efforts qu'ils font. C'est assez. Vous voyez, le fond est assez profond et le remblai doit prendre un peu de volume. C'est justement ce qui se passe. Parce que là où nous avons quitté, c'est un peu loin. Et il faut reconnaître les efforts que font les gouvernants aujourd'hui pour quand même maximiser le temps scolaire. C'est très important. Et je veux dire qu'il ne s'agira pas de forcer les décisions, surtout par rapport à la rentrée qui se profile à l'horizon. On attend déjà que c'est le 17 septembre. C'est ce qui était retenu déjà depuis l'élaboration du calendrier scolaire 2017-2018. Mais ce n'est pas, avec toutes les perturbations qui ont été connues, il serait de bon ton que nos autorités soient assez sages pour écouter ceux qui sont les vrais acteurs afin de retenir une date conséquente pour le démarrage, que ça ne soit pas précipité. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les enseignants vacataires qui font le gros lot des enseignants ne sont pas encore recrutés. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont recrutés l'année passée, mais on ne sait pas ce qu'il adviendrait du recrutement cette année parce qu'ils ont déjà lancé et puis ils ont dit suspendu et on attend. Si on n'a pas ces enseignants-là à temps dans le système, vous voyez ce que ça peut causer. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de décisions qu'on a à prendre ou qu'on avait prises qu'il faut essayer de revoir. Parce que ces décisions ne favorisent pas la gouvernance au niveau local. Les autorités sont, je veux dire, en haut là-bas, ils prennent les décisions. Mais franchement, ça ne favorise pas les gestionnaires. C'est comme si les administratifs et les enseignants ont les mains liées et puis les décisions tombent, paf, ils doivent les appliquer. C'est un peu difficile et c'est un peu gênant. On devrait quand même, si on a une décision à prendre, consulter les chefs d'établissement qui ont des collaborateurs qui sont assez compétents pour les informer, pour donner leur avis et leur faire le retour. Ça pourrait quand même permettre de prendre des décisions pour lesquelles tout le monde serait comptable. Ça prend quand même du temps, ce que vous proposez là, comme processus décisionnel. Si c'est pour éviter de perdre de temps, alors il vaut mieux laisser ceux qui sont proches de l'éducation prendre les décisions. Mais là, ça va être assez disparate. Vous voyez un peu. C'est pourquoi ça ne peut pas prendre de temps. On dit, on sait qu'on va prendre telle décision. C'est pourquoi on va forcer pour prendre la décision au lieu de prendre le temps d'étudier le terrain avant.
Vous-même, vous savez, c'est dans toutes les lois, c'est ce qu'il faut faire. Malgré les quelques félicitations au gouvernement, les sollicitations lui reviennent encore et beaucoup de sollicitations pour la prochaine année. C'est de l'enchevêtrement. C'est une chaîne de responsabilité qu'on a évoquée. Qu'est-ce que vous pensez donc comme solution ou proposition faire pour que cette année 2018-2019 qui va commencer bientôt ne connaissent pas les mêmes débordements ou du moins les mêmes déboires que cette année-ci? Ok, merci. Pour ma part, j'estime que le gouvernement a tous les documents pour pouvoir canaliser, je dirais, la rentrée scolaire, pour pouvoir canaliser les enseignants pour qu'il n'y ait pas de problème. Quand je parle de tous les documents, c'est-à-dire le gouvernement a la plateforme revendicative des enseignants. Donc, à partir de ce moment, je pense que le gouvernement peut les satisfaire. Surtout qu'il y a l'amélioration de nos caisses. Surtout que le gouvernement arrive à mieux mobiliser et que nos caisses se portent bien. Donc, nous souhaiterions que le gouvernement fasse un peu d'effort pour pouvoir satisfaire les enseignants. En ce qui concerne aussi les vacataires, vous savez, il y a eu une innovation, c'est une innovation. Je ne salue pas le gouvernement, mais c'est sa mission, parce que c'est sa mission. En ce qui concerne le virement, c'est-à-dire le paiement des salaires par la banque. Auparavant, les enseignants partaient se faire humilier dans les perceptions. Moi, je déplorais cela. Mais avec la bancarisation, nous avons compris aussi qu'il y a des gens qui perçoivent tardivement. Nous voudrions que le gouvernement agisse pour que les enseignants vacataires aient leur salaire à bonne date. Il y a certains, jusque-là, qui n'ont pas encore perçu le salaire du mois de juin. Voyez-vous un peu comment un enseignant qui vit, comme on appelle, peut-être qui est en location, qui doit payer son loyer, qui doit manger, et pendant 3 mois n'a pas perçu son salaire, vous voyez un peu ce que ça peut faire, comme on appelle les conséquences d'un tel acte sur, comme on appelle la personnalité même de l'enseignant. Pourtant, l'enseignant doit être à l'aise, équilibré. Lorsqu'il n'est pas à l'aise, il ne peut pas être équilibré devant les élèves. Donc, tout ce que nous demandons au gouvernement d'appliquer les solutions. Ils ont les solutions, ils ont tout à leur niveau, d'appliquer les solutions pour le bonheur du système éducatif béninois, et aussi de ne pas oublier qu'il n'y a pas comme on appelle, d'éducation sans formation, qu'on revienne véritablement à la formation pour qu'il y ait la pratique. Les établissements pratiques qui sont fermés, nous demandons au gouvernement également de les rouvrir. Quand nous prenons les établissements de formation professionnelle, puisqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas former seulement dans le général. Voilà, donc, très bien. Un peu ça. Merci à vous, Hugo Otton. Vous êtes enseignant de philosophie en particulier et éducateur. Vous êtes un des acteurs du système de l'éducation naturellement par votre profil. Vous étiez en face de Prosper Mignawandé, enseignant, lui aussi, mais enseignant d'anglais quant à lui, acteur lui aussi du système éducatif. Merci à vous deux d'avoir pris part à cette émission. Nous analysons les 33,43% de succès au baccalauréat 2018, bac 2018, d'une année perturbée à des résultats mitigés. C'était le thème de Fait croiser de ce jour.